Buongiorno a tutti. La session de l'Assemblée de Corse qui doit entériner ce jeudi le remaniement à l'exécutif de Corse ne devrait pas se tenir, faute de quorum. Les groupes Avancemo et Insoufiuno ayant décidé de ne pas participer à cette session, ce qui ne permettra pas celle-ci de se tenir, faute de quorum donc. Josefa Giacometti et Pierre Dionga devraient en faire de même. Quid de la position de Corinne Franti? Début de la réponse cet après-midi. Dans la nuit de mardi à mercredi, un commerce en cours de construction a été la cible d'un attentat à Algaiola en Balagne, tandis que la devanture a été soufflée. Un incendie s'est déclaré et a causé d'importants dégâts. Les services de la gendarmerie se sont rendus sur place. Une boulangerie en construction a été victime d'un incendie dans la nuit de mardi à mercredi à Courbar, en Haute-Corse. Les soldats du feu sont intervenus peu avant 3 h du matin afin d'éteindre cet incendie qui touchait cet établissement situé sur la RT30. Ce n'est qu'une heure plus tard que les pompiers sont venus à bout des flammes. Les dégâts sont importants et une enquête pour destruction par moyen dangereux a été ouverte. La brigade de recherche de la compagnie de gendarmerie de Calvi est chargée de l'enquête. La piste criminelle ne serait pas écartée. Et puis à Centuri, c'est une maison qui a été ravagée par un incendie hier matin. Il s'agit d'une maison inoccupée lorsque l'incendie s'est déclaré. De ce fait, il n'y a pas eu de blessés. Les sapeurs-pompiers sont là aussi intervenus afin de lutter contre les flammes. Mais ce n'est qu'au petit matin que l'incendie a été maîtrisé. L'origine de ce dernier n'est pour l'heure pas connue. Ce mercredi, le monsieur Corse du gouvernement François Rebsamen a conclu sa visite de 3 jours dans l'île. Le ministre de la décentralisation et de l'aménagement du territoire a tout d'abord rencontré les syndicats en préfecture de Haute-Corse avant de se diriger vers la communauté d'agglomération de Bastille. François Rebsamen a assuré à cette dernière des financements de l'État via le PTIC pour plusieurs projets comme celui de la friche Matéé ou du démantèlement de l'ancienne station d'épuration se trouvant sur le port de commerce. Il s'est par la suite déplacé à Oletta pour constater les travaux permis par le CRTE, le contrat de relance et de transition écologique, qui a financé notamment la requalification de la place du village et la création d'un parking à hauteur de 60% de 1,1 million d'euros. François Rebsamen a aussi signé les financements du programme Village d'avenir pour Olette. Le ministre a refermé sa visite par un verre de l'amitié avec de nombreux élus insulaires, majoritairement des maires de petites communes. L'occasion pour lui d'envoyer un message aux élus concernant l'autonomie. N'ayez pas peur, a-t-il dit. On écoute le ministre François Rebsamen. J'ai eu ce matin l'honneur et le plaisir, d'abord à la CAB et maintenant ici, de voir combien les élus concernés, les 5 communes qui sont regroupées sur la CAB, étaient efficaces pour porter des projets, réaliser ces projets, appeler les financements de l'État, qui sont là, je le redis encore, sur ce territoire de Corse. L'État est présent par son soutien financier. Un soutien financier qui n'existe qu'en Corse, à ce niveau-là, qu'en Corse, je le redis. Et sans aucune coupe budgétaire cette année, avec un soutien affirmé aux côtés de toutes les collectivités de Corse. Donc le PTIC dont vous avez parlé, il est déjà bien entamé, il va durer jusqu'en 2027 et avec les préfets et le préfet ici en Haute-Corse que nous avons, c'est sûr qu'il y a un partenaire pour l'ensemble des élus, pour l'ensemble des collectivités, c'est l'État. Et j'en suis très fier. Il manque toujours, mais là pour le moment tout est là et les dossiers avancent, les projets avancent. J'ai vu tous les projets qui avaient été réalisés, qui sont en voie de finition. Vous savez, c'est une année où on termine les projets. Pourquoi? Parce qu'il y aura des élections l'année prochaine, bien évidemment, ça n'échappe à personne. Donc les maires, les élus locaux, ils programment leurs investissements de manière à ce que ça soit terminé avant les élections. En général, c'est ceux-là qui ont le plus de chances d'être élus, d'ailleurs, je me permets de le dire, et je remarque que c'est à peu près partout le cas. Donc nous sommes là, l'État est là, et je suis très heureux d'être ce matin à la CAB, qui est quand même une belle agglomération qui fonctionne, qui porte beaucoup de projets, avec un junior à la tête, je me permets de le dire par rapport aux autres. Donc on a vraiment un président très efficace, et aidé par l'État, et j'oublie jamais la collectivité de Corse. On a tendance à l'oublier. Village d'avenir, c'est justement pour montrer qu'il n'y a pas que les projets urbains, on vient d'en parler, qui sont portés, et des villages qui veulent développer leur environnement, qui veulent accueillir des entreprises, des emplois, qui veulent améliorer leur bâti, qui veulent porter une image culturelle, sportive pour la jeunesse, pour qu'elle demeure là, pour se développer. Eh bien, ils sont accompagnés, ces villages, ils sont accompagnés par l'État. Il y a un dispositif nouveau qui a été mis en place. Après CRTE, il y a maintenant les villages d'avenir. Et ce sont des subventions importantes qui sont apportées pour permettre à ceux qui
le souhaitent, à ceux qui portent des projets. Toutes les communes ne portent pas des projets de la même manière. Mais ici, vraiment, vous avez vu la liste, une commune particulièrement dynamique avec son maire. Et donc, les gens sont heureux d'y vivre. Et l'État est heureux d'y prendre une part. Mais non seulement en Corse, mais sur le continent, dans tous nos villages, aujourd'hui, le programme Village d'avenir, comme était porté le programme France Service, ici il y a d'ailleurs une maison France Service, à chaque fois l'État est aux côtés des communes qui font appel à l'État, et c'est normal, et aux autres collectivités. Mais la part importante et les projets calibrés rentrent dans des programmes, et des programmes de l'État, et Village d'avenir a été préservé. Et je voudrais remercier ici, je sais que ça passera la Méditerranée, ça la rejoindra. Françoise Gattel, qui est la ministre en charge de la ruralité, porte ce projet Village d'avenir partout. Et je suis sûr, cher Jean-Pierre, monsieur le maire, que si tu l'invites, elle viendra, parce qu'elle aime les villages dynamiques. Monsieur le ministre, donc, vous arrivez au bout de 3 jours de dialogue avec les élus, aussi avec les partenaires sociaux ce matin, concernant l'avenir de la Corse, institutionnel et au-delà de son avenir tout court. Qu'est-ce que vous retenez de ces échanges avec des personnes qui ont des visions parfois assez différentes de ce que doit être l'avenir de la Corse? Des personnes ont des sensibilités différentes, mais ce que je ressens, c'est que tous les élus que j'ai rencontrés, je dis bien tous les élus, avec leurs différences de sensibilité, veulent qu'on en termine de ce processus. Le processus d'autonomie, il va libérer les énergies. Et donc, c'est cette année qu'il faut le terminer, c'est cette année qu'il faut le réaliser, pour redonner espoir aussi à la jeunesse de cette île. Et donc, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai cette détermination de réussir, et je suis sûr que, en entendant l'immense majorité des élus que j'ai rencontrés, y compris dans la communauté, dans la collectivité de Corse, eh bien, je suis persuadé qu'il y a un chemin. Quand il y a une volonté, il y a un chemin, et il y a cette volonté. Il s'agissait de François Rebsamen, ministre de la décentralisation. Pour l'heure, le seul soutien formulé par le ministre a été verbal, assurant que le nécessaire serait fait si Louis Pozzo di Borgo attend de façon concrète ces financements de l'État qui pourraient arriver par tranche pour lancer ces chantiers ou les terminer. Le président de la CAB a été globalement satisfait du discours de François Rebsamen, y compris sur l'autonomie. On écoute Louis Pozzo di Borgo. Oui, alors 2 niveaux dans notre rencontre. Le premier niveau, bien sûr, un niveau opérationnel sur nos projets. 3 projets phares, environ 20 millions d'euros, donc très rassurant, des engagements pris. Dans le trimestre, des signatures de contrats de projet, notamment sur les voies douces, sur la démolition de la steppe, et donc l'électrification à quai du port de Bastia via la CCI et la CDC, et bien entendu les friches Mattei. Donc très rassuré sur ces points-là. Et ensuite, un point politique sur l'autonomie, avec des engagements aussi, pour le moins très forts du ministre, qui souhaite réellement aller au bout du processus. Nous avons parlé aussi de la peur que certains voudraient mettre derrière cette autonomie. Et le ministre a eu des mots très forts en parlant au contraire d'espoir derrière cette autonomie. Donc nous sommes pour le moins satisfaits. Maintenant, évidemment, nous attendons des actes aussi, puisque la visite est pour nous concluante. Reste à savoir comment elle sera perçue du côté de Paris et les évolutions que nous attendons. Alors c'est un peu notre handicap. Nous avons été très vite sur les premiers projets. Nous avons été de gros consommateurs d'argent public et notamment du PTIC. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce financement a touché toutes les collectivités. Pour autant, oui, nous sommes prêts sur les 3 projets que vous avez cités. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton, on permettrait l'expression. Donc on attend la signature du contrat de projet. Et ça sera au bénéfice des entreprises du territoire, puisque dans cette période morose économique, nous avons besoin de commandes publiques. À Oletta, tutoiement de rigueur entre François Rebsamen et le maire de la commune, Jean-Pierre Leccia. Celui-ci a longuement présenté les dernières réalisations de la commune, largement financées par le DETR, la dotation de relance et de transition écologique. Le ministre, au-delà de confirmer l'inclusion d'Oletta dans le dispositif Village d'avenir, a aussi signé de façon très officielle le financement à hauteur de 700 000 euros sur 1,1 million d'euros de coût effectif du chantier de requalification de la place du village, accompagné d'un parking et d'un coup de neuf au quartier attenant. Pour Jean-Pierre Leccia, les choses sont claires, les dotations de l'État sont essentielles dans le rural pour mener une politique de travaux et de modernisation. On écoute Jean-Pierre Leccia. Écoutez, nous avons lancé un projet dans le cadre du CRTE pour la requalification du centre-bourg, du village. Ce projet est déjà amorcé depuis plusieurs mois et il reste maintenant la première phase est terminée. Et il y a en fait 2 phases. C'est la deuxième phase que nous allons lancer dans quelques jours. Et c'est justement cette phase-là qui va être financée à travers le protocole signé avec le ministre et qui concerne essentiellement, je dirais, la place du village avec ses abords et la création d'un parking. Donc c'est une opération, si vous voulez, qui est assez importante pour une commune puisqu'elle coûte 1 100 000 euros. Le financement va être, je dirais, réalisé à travers
bien entendu l'État qui va financer à 60%, la collectivité à 20% et la commune à 20%. Alors ce label Village d'avenir, c'est une opération de l'État qui a été lancée l'an dernier, si je me souviens bien. Et il fallait donc déposer la candidature, je dirais, avec un projet, bien entendu, un projet structurant. Et nous avons fait ça avec la commune de Pogeux-d'Olette. Donc Olette, en fait, a présenté un dossier important, puisqu'en fait, il s'agit de la réhabilitation d'un hameau abandonné depuis pratiquement un siècle, qui est en ruine, qui a une histoire intéressante à plus d'un titre. Et donc nous allons lancer la réhabilitation de ce hameau pour en faire un centre culturel avec un écomusée, avec un théâtre de verdure, avec salle d'exposition, des résidences d'artistes, etc. Donc, mais c'est un projet, si vous voulez, qui pour l'instant a été identifié, qui a été validé par le CEREMA, qui est un organisme de conseil, je dirais, des services de l'État. Donc maintenant, il faut qu'on lance, je dirais, l'opération. Mais pour l'instant, il n'y a aucun chiffrage, aucun engagement financier, il n'y a rien. C'est un projet, et un projet qui devrait démarrer d'ici la fin de l'année. Quand on voit la proportion des financements de l'État, à savoir 60%, ça veut dire qu'ils sont vraiment cruciaux pour vous, pour rénover votre village, et que sans ces financements, ce serait plus difficile. Bien sûr. En fait, si vous voulez, c'est le CRTE en fait, qui permet ce genre de choses. Bon, l'État a toujours financé, je dirais, mais souvent, d'ailleurs, dans ses proportions aussi. Mais là, comme dans le cas du CRTE, il y avait des financements particuliers, donc là, effectivement, 60%, c'est un pourcentage important qui est complété, comme je vous le disais, par la CDC. Mais c'est vrai que sans ces financements, il est impossible de faire ce genre d'opération, c'est clair. Bien sûr, parce qu'en fait, si vous voulez, bon, d'une part, ça permet, je dirais, de réhabiliter le patrimoine, ce qui est important. Et puis ça permet aussi, je dirais, à travers ce patrimoine réhabilité, d'offrir un certain nombre de prestations à caractère culturel, économique, etc. Mais bon, si vous voulez, notre village, vous le savez certainement, il y a 20 ans de ça, il y avait 800 habitants. On est actuellement à 1800 habitants et peut-être à 2000 puisqu'on est en train de faire le recensement. Donc ça veut dire que pendant ces 20 ans, on a aménagé, je dirais, progressivement le village. La population, je dirais, a augmenté. Et toutes les installations, si vous voulez, qui ont été faites ont permis effectivement de stabiliser et d'attirer une population puisqu'elle a de ce fait, si vous voulez, l'ensemble des prestations qui sont utiles sur le plan de la santé, de la sécurité, de l'école, de l'enfance, etc., etc. L'Université de Corse va ouvrir sa deuxième année de médecine cette année. En effet, suite à son audition ce mardi, l'Università di Corsica a reçu un avis favorable unanime du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'ouverture de la deuxième année de médecine dès la rentrée de septembre 2025, suivie de la troisième année, ce sera en 2026. Ce résultat marque une avancée significative dans l'offre de formation en santé dans l'université. Nous aurons l'occasion d'y revenir. La pêche aux oursins sera autorisée en Corse dès ce samedi. 15 février sera possible jusqu'au 15 avril, inclus sur l'ensemble du territoire, y compris dans la réserve naturelle des Bouches de Bunivaggio. Cette pêche est autorisée pour les pêcheurs professionnels et les pêcheurs plaisanciers, même s'ils ne sont pas soumis aux mêmes règles. Pour les plaisanciers, le quota est limité à 2 douzaines par personne et par jour, avec un maximum de 7 douzaines au-delà de 3 personnes. Pour les professionnels, le quota est de 500 douzaines par bateau et par semaine, sous condition d'avoir obtenu l'autorisation de pêche spécifique. Rappelons que seuls les oursins d'au moins 5 cm de diamètre sans les épines peuvent être pêchés. De plus, les pêcheurs professionnels bénéficiant d'une licence peuvent commercialiser les oursins sur cette période. Ils détiennent à ce titre une carte professionnelle avec agrément sanitaire. Alors que le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle se tient à Paris, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé une enveloppe de 109 milliards d'euros pour développer l'IA en France. Une enveloppe colossale qui sera en partie consacrée à la création de data centers géants afin de développer les intelligences artificielles directement en France. Forcément, le monde de l'éducation regarde cette manne avec un œil intéressé. Du côté de l'Università di Corsica, on espère fortement que le ruissellement de ces 109 milliards n'oubliera pas le monde universitaire, impliqué dans la course à l'armement intellectuel et technologique que nécessite le développement d'intelligence artificielle. On écoute à ce sujet Bastien Poggi, enseignant-chercheur en intelligence artificielle et vice-président de l'Università di Corsica. Oui, et je pense que sur cet argent-là, il va falloir que le secteur public soit bien doté, parce qu'à un moment donné, l'intérêt qu'on verrait, nous, sur de l'intelligence artificielle n'est pas le même qu'un groupe privé. Si à un moment donné, ces montants-là sont alloués à des entreprises qui ont eu un objectif uniquement commercial, vont s'en servir pour faire du commerce.
et la démarche éthique, elle sera peut-être questionnable. Si à l'inverse, cet argent-là, il est sur des structures publiques, que ce soit sur la formation, que ce soit sur la santé, sur la sécurité aussi, ben là, pour le coup, je pense que ça sera vertueux. Et ce qu'on découvrira par exemple, dans le cadre de nos recherches, eh ben, on pourra le mutualiser et ça n'empêchera pas ensuite le privé de s'en emparer. Il s'agissait de Bastien Poggi, enseignant-chercheur en intelligence artificielle et vice-président de l'Università di Corsica. De son côté, Benjamin Perrennet, pour le hub européen Corsica.ai, souhaite lui aussi un véritable focus sur la formation. On écoute Benjamin Perrennet. Déjà, cette enveloppe, on a vu qu'une grande partie, elle allait être dédiée à la création de data centers sur le territoire. Il y a, je crois que c'est 10 milliards d'euros qui sont annoncés par BPI pour accompagner la transformation numérique des entreprises. Moi, en tant que directeur d'établissement d'enseignement et qui porte une école d'ingénieurs en robotique et intelligence artificielle, j'espère qu'une partie de ces fonds seront dédiés à la recherche et à la formation des jeunes sur ces thématiques-là, parce que je pense qu'on peut pas faire d'innovation si on n'a pas des personnes formées sur ces technologies. Maintenant, il reste à voir encore comment est-ce que ces fonds seront alloués et dépensés dans le cadre de ce plan d'investissement. Attention aux arnaques. La préfecture de Corse nous fait savoir que des courriers frauduleux circulent actuellement demandant le règlement d'un montant variable au nom d'EDF. Il s'agit d'une tentative d'escroquerie. Il s'agit d'un courrier adressé aux particuliers qui prétend provenir d'EDF. Ce courrier, qui évoque un montant dû en raison d'un changement de domiciliation bancaire, invite les destinataires à effectuer un virement sur un compte frauduleux. Bien entendu, soyez vigilants et ne procédez à aucun paiement. La préfecture de Corse recommande de signaler immédiatement cette tentative d'arnaque si vous êtes concerné. Des actions sont en cours, notamment un dépôt de plainte, précise pour conclure la préfecture de Corse. Nous sommes le jeudi 13 février 2025, jour de la Sainte Béatrice. Le ciel est très nuageux à couvert aujourd'hui. Quelques courtes éclaircies se développeront en Corse du Sud. Quelques rares averses sont possibles dans le département dans le courant de l'après-midi. En Haute-Corse, des foyers orageux pourraient se développer dans l'après-midi. Ces derniers resteront localisés et les averses resteront faibles. En soirée, le soleil fera son apparition lors d'éclaircies de plus en plus larges, surtout dans le nord. Le vent est faible et les températures sont en légère baisse, toujours au-dessus des valeurs de saison. 15 degrés, ce sera le maximum cet après-midi du côté d'Ajaccio, Portivecchio, Bonivaggio, Propia, Sartè, 14 à Bastia, Calvi, l'Isola, Rugliano, 12 à Corti, Cervioni, Vico, Pietralba, 11 à Prunello di Fiumorbu et 9 à Zicavo. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite pour votre agenda culturel.